Momo, comment on dit, ton réseau. C'est comment avec ton réseau? Ah, étoile, je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui se passe. Même le téléphone, il est devenu tout lent. Peut-être la connexion. Franchement, je sais pas ce qui se passe depuis que je suis arrivé là. Il est peut-être surchargé. Ah, peut-être il est surchargé. Bon, moi, Oui. comme je suis au travail, je vais répondre rapidement le peu de temps que, Mm. pour le peu de temps. Oui. Bon, du coup, pour qu'on parle du premier-né, en fait, Oui, le premier-né. on parle également de moi parce que je suis le premier-né à mon papa. Et Mhm. par ailleurs, je suis l'héritier à mon papa parce que en Afrique, il y a l'héritier. Bon, quand on dit l'héritier, c'est lui qui remplace le papa après la mort. Parce que moi, je viens d'une communauté, d'un royaume, le Mhm. royaume Bamoun. Ce Ah qui fait oui. que chez nous, Mhm. on vit beaucoup plus en communauté. Donc, je suis au moins à la tête de 4000 personnes comme Mhm. gardien de la culture, comme héritier, mais bon, pour des, Mais certaines- oui. Mais pour comment a certaines, été ton enfance? bon, On t'a éduqué de façon particulière quand tu étais petit? de toutes les façons, ce que je sais, j'étais le plus choyé et j'étais le plus battu. De toutes Waouh. les façons, mon papa, j'étais le plus choyé et j'étais le plus battu parce qu'en Afrique, on éduque les enfants à la chicotte. Mhm. La moins, quand moi je commettais une erreur et que mon petit frère commettait la même erreur, moi j'étais 10 fois plus puni que lui et j'étais censé les encadrer quand Mhm. j'étais plus petit. Ça veut dire, on n'a pas joué avec mon éducation, c'était pas une blague. Donc, que ce soit papa ou maman, Mhm. on ne blaguait pas trop avec moi. Et maintenant, quand tu grandis, quand tu es l'aîné, le père n'arrête pas de te dire tout le temps, si tu ne réussis pas, les autres vont pas réussir. Si tu vas au champ, comme on dit au Cameroun, les autres vont te suivre au champ. Donc, étant tout petit, on t'inculque cette responsabilité. Tu sais déjà que tu es meneur d'homme. Généralement, les premiers-nés sont les meneurs d'hommes. C'est-à-dire, ils portent le poids des problèmes de leurs frères, les soucis de leurs frères et sœurs sur eux. Généralement, ils s'occupent d'eux en dernière position. Et chez nous-mêmes, les Bamoun, la maman fait souvent même l'effort de bien regarder l'épouse du premier-né. Parce que c'est lui Mhm. le papa. C'est lui qui va encadrer la famille. C'est lui qui va donner la marche à suivre aux autres enfants. Donc voilà comment moi j'ai été éduqué. Mon éducation, c'était pour mener les gens. Mon éducation, c'était pour régler les problèmes. Mon éducation, mon éducation, on appelle ça comment? L'éducation d'un berger. J'ai été élevé comme un berger. Oui. C'est-à-dire Mais celui qui va mener les hommes, celui qui va porter le poids, le souci des autres sur lui. Par contre, les autres, ils étaient libres, ils voyageaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais moi, c'était plus sérieux. Mais je sais que ce sérieux, c'est parce que je devais être à la tête d'une dynastie. Ça, je savais pas parce on te le dit pas, on te le dit pas. Mais étant Mhm. le premier-né, tu as plus de chances à avoir ce rôle. Si, bon, si tu fais pas trop de mauvaises choses, tu as plus de chances à avoir ce rôle. Et sur moi, le premier-né, quand j'ai dit j'étais l'enfant le plus choyé, mon papa voulait que je devienne capitaine médecin dans l'armée camerounaise. C'est-à-dire tous les rêves de mon papa étaient basés sur moi. Bon, Mhm. paix à son âme, il est décédé quand moi je n'avais que 16 ans. Donc son rêve est passé à côté. Je me suis retrouvé plutôt en France et tout ce qui va. Oui, mais Mais, est-ce que ça ne te pesait pas? Ça ne te pesait pas? pardon? Est-ce que quand tu étais jeune, là, quand t'éduquait, on était rigoureux envers toi pendant que tes frères et sœurs étaient un peu plus libres? Est-ce que tu ne trouvais pas ça lourd à supporter? Tu n'étais pas frustré? Euh, Étoile, c'est vrai, je trouvais ça lourd, mais contrairement à mes frères, aucun, nous sommes 6, aucun n'a eu un doctorat, sauf moi.
Ça avait été lourd, mais Ouais, aucun n'a eu un doctorat. Mais moi, je l'ai eu parce qu'on a été tellement, pas parce que je suis intelligent, c'est parce qu'on a été tellement rigoureux avec moi. On a ouais. été tellement rigoureux avec moi, si bien que à la mort de mon papa, je n'avais que 16 ans. J'avais déjà en tête que non, papa dit que tu vas devenir capitaine médecin. Pour devenir médecin, il faut avoir un doctorat. Pour Hmm. être capitaine, il faut passer un concours de l'armée, de l'EMIA. C'est-à-dire, j'ai grandi avec cet objectif. Même si je n'ai pas atteint cet objectif, au moins, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin à l'école. C'est la Oui. rigueur là. C'est cette rigueur qu'on m'a donnée. Bon, c'est vrai Mais que élever pour les... que tu aies cette rigueur, Momo, pour que tu aies cette rigueur-là, comment ça s'est manifesté? Comment ton père le pratiquait dans les actes? Qu'est-ce qu'on te demandait pour que tu obtiennes la rigueur? Par exemple, dans les études, par exemple. Est-ce on te faisait apprendre? On de a toutes pris les des façons. professeurs pour toi? Bon, je vais un peu t'expliquer. Hmm. Moi déjà, quand j'étais à l'école, mon papa lui passait plus de temps avec mes professeurs. Chaque fois que mes professeurs rentraient, il allait voir mes professeurs, il leur achetait à boire. Ça, c'est au Cameroun. Il leur achetait à boire, il demandait comment son fils se comporte à l'école et tout. Avant même qu'on ne me remette ma feuille de composition à l'école, mon papa avait déjà mes notes. Bon, ça se passe en France, mais pas trop au Cameroun. Quand j'avais Hmm. 12 sur 20, mon papa savait déjà que j'ai eu 12 sur 20. Si je reviens avec la feuille de composition que j'ai falsifiée, ah, c'est les problèmes. C'est carrément les problèmes à la maison. Et Falsifié? quand, et mon papa, lui, il était du genre, il ne voulait pas savoir si tu as eu 18 si tu as eu 18 de moyenne. Non, ça ne le regardait pas. Tu es premier ou pas. Si au premier trimestre, tu es premier, jusqu'au troisième trimestre, tu dois être premier. Et c'est pour cette raison, moi, j'ai fait tout le lycée, j'ai toujours été premier de ma classe. Non pas parce que j'étais tellement brillant, parce que je savais que si je ne suis pas premier, c'est fini pour moi à la maison. Par contre, mes petits frères, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 9 de moyenne, le papa dit, ah, va là-bas. Il s'en fout un tout petit peu. Il n'était pas aussi rigoureux. Il n'était pas aussi rigoureux avec eux. Mais avec Mais moi, c'est, selon toi, pourquoi il n'était pas rigoureux selon toi? ah, moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas trop. Je sais pas trop. Peut-être parce que j'étais son premier fils. C'est pareil avec moi. Au jour d'aujourd'hui, je suis tellement rigoureux avec mon premier fils. Parce que moi, j'ai mes idées, j'ai l'éducation que je veux lui donner. Donc, moi, je Mais blague pas avec je Momo, blague pas avec mon fils. est-ce que c'est Oui, vérifié que, est-ce que c'est vérifié que quand l'aîné prend un chemin, les autres suivent? Toi qui es aîné, est-ce que tu ressens ça? Même s'ils n'ont pas eu le doctorat, mais il y a le comportement, il y a la mentalité, tu vois un peu. Est-ce que tu sens que tu leur as montré le chemin? et toi, je vais pas te dire grand-chose si je leur ai montré le chemin ou pas. Euh, Après le décès de mon papa, je n'avais que 16 ans et nous étions six. J'étais le premier-né, ce qui fait que le dernier n'avait que peut-être 3 ou 4 mois. Et j'avais mes oncles, ils sont commissaires de police au Cameroun. Ils m'ont récupéré parce que mon papa leur disait toujours, c'est mon héritier ici. Il voyait mal comment ma maman allait m'élever toute seule, me donner l'éducation qu'il faut. Ils m'ont récupéré parce qu'ils ont dit c'est l'héritier de notre oncle. Parce que mon papa, il était régisseur de prison. Mhm, mhm, Ils m'ont donc récupéré, ils m'ont mis à l'école. Ils m'ont mis à l'école. Tandis que mes mhm, frères sont restés avec ma maman et mhm. ils ont tous voyagé. Ils sont venus en France et moi, j'étais à l'école. C'est-à-dire, toujours dans cette rigueur. Ça veut dire, c'est pour dire que, étant premier-né, moi, j'ai été le plus choyé, pas toujours Mhm. dans le sens de donner des biscuits, des bonbons, mais dans le Mhm. sens de la rigueur. On a été Oui. tellement rigoureux avec moi. En fait, Et Momo, excuse-moi, pour rappeler le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons du fils aîné de la famille. Qu'est-ce que nous attendons d'un fils aîné quand nous avons les enfants? Comment est-ce qu'on doit l'éduquer? Est-ce qu'il a des droits? Est-ce qu'il a des devoirs?
Est-ce qu'il a des responsabilités plus que les autres enfants? Ou alors nous l'éduquons comme tout le reste de la fratrie, chacun sa vie, quand ils vont grandir, chacun prend son chemin. Qu'est-ce que nous attendons d'un fils aîné, particulièrement en Afrique? Moi, je me place toujours sur le domaine, sur l'environnement africain que moi je connais mieux que le reste. Donc, c'est Non. ça le sujet. Non, Bon, c'est pas qu'une une fille n'est pas, je ne méprise pas la fille, pas du tout. Mais en Afrique, ce rôle est souvent donné le plus souvent à l'homme, au garçon. C'est pour ça. Donc, euh, Momo, lui, il est un fils aîné, donc il montre pour nous donner son expérience. Franchement, elle est intéressante, hein? Ton père était rigoureux, tu as fait de très bonnes études et dans la vie, tu continues avec cette rigueur avec tes propres enfants. Et est-ce que tu trouves cela bon dans les temps modernes, tel que ton père t'a élevé? Est-ce que ça correspond aujourd'hui à comment on élève un enfant? d'accord. Étoile, ça a été un couteau à double tranchant parce qu'à un moment, quand vous élevez l'enfant à la chicotte, tellement, parfois, lui commence plutôt, au lieu d'être courageux, il commence plutôt à avoir peur. Donc, ça a été à un moment, j'avais des phobies. À un moment, j'avais peur de prendre la parole en public. Or, ça venait de la dureté de cette éducation. Il a fallu que je travaille ça avec mes professeurs. Il a fallu que je travaille ce côté avec mes professeurs. Mais si aujourd'hui je suis diplômé, je le dois aussi à l'éducation qu'on m'a donnée parce que à un moment, moi-même, je suis devenu rigoureux. Je suis devenu, je vais dire ça comment, je ne blaguais plus. À un moment, je sentais que si j'ai moins de 16 de moyenne, c'est que j'ai échoué. Quand quelqu'un Mais, jubilait qu'il a 14 de moyenne, moi, j'étais pas content. Parce que moi, je savais, j'avais ma barre. Et cette barre, il fallait pas, il fallait pas descendre, il fallait pas aller en descend. Bon, maintenant, dire le premier-né a plus de droits que les autres, moi, je dirais dans la société moderne, non, il n'a pas plus de droits. Mais parlant de responsabilité, il a plus de responsabilités que les autres. Parce qu'en fait, il est le père de la famille. C'est lui le bâton de commandement. C'est lui qui, en fait, c'est lui qui est l'image. C'est lui la vitrine. Les autres, c'est lui la référence. Quand on cherche une famille en Afrique, on regarde le premier enfant. C'est la référence de la famille. Il est quoi? Il est devenu quoi? Il fait quoi? Quand il y a problème, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a les paroles de sagesse? Si tu remontes même la Bible, la Bible, bon, je connais pas bien le passage, vous allez m'excuser, j'oublie les noms, mais il y a une histoire où il y a un premier-né et un deuxième, où le premier-né a vendu son droit d'aînesse, il a vendu le droit d'aînesse au plus jeune, et le plus jeune a bénéficié du droit d'aînesse et de la génération du plus jeune est né Jésus-Christ. Or, c'était pour le premier-né. Donc, c'est pour dire que Dieu, lui, n'est pas fou avant de te choisir comme premier-né. Si Dieu t'a choisi comme premier-né, il sait pourquoi. Il sait que c'est toi l'ordonnateur des recettes. C'est toi, en fait, c'est toi l'ordonnateur du bon comportement. C'est toi l'ordonnateur du bon sens. C'est toi l'ordonnateur du discernement dans la famille. C'est ça le rôle d'un premier-né. Ah, Wow. les deux là s'appellent Ésaü et Israël. Ouais. Ok. Isaïe, Oui, Israël, merci, merci, merci. oui. Donc, Mais Momo, Marius, je viens à toi. Bonsoir. Bonsoir, ma mère, bonsoir. Ok. Momo, s'il te plaît, est-ce que à l'intérieur de toi, tu sens une force que tu reconnais assez particulière? Parce que j'ai toujours pensé que les aînés ont une étoile, une force, un sixième sens, une intuition, quelque chose de particulier que les autres enfants de la fratrie n'ont pas. Est-ce que tu sens ça à l'intérieur de toi? à l'intérieur de moi, sentir une force. Bon, je sais d'office que quand tout le monde parle, quand moi j'arrive au niveau de la famille, peut-être c'est par rapport à la responsabilité culturelle que j'ai, même étant plus petit. Quand moi j'arrive, tout le monde pouvait dire ce qu'il dit. Et quand moi j'arrive, dès que je vais parler, personne ne va plus.
personne ne va plus dire quelque chose. Tout le monde, je dis pas tout le monde va s'aligner, mais tout le monde va prendre ça un peu plus au sérieux. Donc, Mhm. c'est cette force que je ressens. Et l'aîné, lui, il parle pas trop. Il tranche les problèmes. Il utilise toujours la sagesse pour trancher Mhm. les problèmes. C'est ça l'aîné. En fait, l'aîné a moi, je vais dire quoi? L'aîné a une étoile. Il a un socle. C'est divin. C'est pas lui qui fait. Mhm. C'est pas Oui. pour rien c'est pas pour rien que vous êtes le premier né d'une famille. Si vous refusez Mhm. cette responsabilité, vous refusez le plan et le dessein de Dieu. Que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, c'est comme ça. Et Ouais. il y a une culture au Cameroun, je crois que c'est les Bétis. Le Mhm. premier né de la famille est automatiquement le successeur. Le successeur, bon, je parle pas du successeur juridique, je parle du successeur culturel. C'est lui le représentant Oui. de la culture et tout. Oui. Là, c'est C'est le le rôle, deuxième né ou c'est le le dernier né. Le premier ne prend jamais l'héritage chez les Mhm. Bamileke. Mhm. Toi, tu Marius, parles des Bamileke. bonsoir. Oui. Bonsoir, la mère. Marius, toi, tu Ouais, parles des Momo. Bamileke. Toi, tu parles des Bamileke. Je parle des Bamoun et des Bétis. Moi, je parle pas des Bamileke. Je connais pas comment ça se passe chez les Bamileke. Mhm. Et déjà, Oui. je connais des premiers nés chez les Bamileke qui sont héritiers. Ça, je connais. Je te Marius, prends est-ce que l'exemple. tu es un aîné? Tu es un aîné? Oh, la mère, je ne suis pas le né, je suis le troisième né, quatrième né. Oui. Et comment Mais tu je as, ne veux pas. pour ton frère aîné, quand vous avez grandi, est-ce que tu penses qu'on lui donnait une éducation différente de vous autres? Bon, bon, en effet, je ne veux pas seulement parler particulier, mais je vais un peu généraliser Oui. la chose parce que c'est quelque chose qui mine un peu notre société. C'est que le frère est en train de parler. C'était ça, c'était intéressant. Et lorsque j'ai entendu le fait que vous avez expliqué à la dame qui demandait c'est quoi le sujet, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Euh, c'est quoi? Parce qu'il y a d'abord deux cadres. Il y a peut-être l'éducation aussi de quelqu'un qui a de l'argent, comme il éduque son enfant. Hein. Il y a aussi l'éducation de quelqu'un qui est pauvre, comme il éduque son enfant. On sait que celui qui a de l'argent, lui-même, il suit, comme le monsieur venait de dire tout à l'heure, il suit l'enfant au quotidien et l'enfant a des répétiteurs. C'est-à-dire, il donne tout l'espoir, donc il passe les compétences à l'enfant, ayant que demain, s'il n'est pas là, c'est lui qui prend la relève pour encadrer ses petits frères. Mais il y a des choses qui se passent, comment les gens commencent à éduquer les enfants très bas âge, sans connaître quand est-ce qu'il faut donner les compétences à l'enfant. De 1 an à 10 ans, l'enfant est esclave. On éduque l'enfant en tant qu'un esclave. Ça veut dire de 8 ans, on ne dit pas à l'enfant, s'il te plaît, va me donner de l'eau. Ça, c'est détruire l'enfant. Des gens qui, l'enfant a 7 ans, on dit bébé, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Mais demain, à 15 ans, cet enfant va te taper parce que tu as transmis les compétences sans pouvoir éduquer cet enfant. De 10 ans, de 1 an à 13 ans, pardon, on éduque l'enfant en tant qu'esclave. De 13 ans à 25 ans, l'enfant devient disciple. Donc, il y a les étapes à suivre. Ça veut dire de 13 ans à 25 ans, quand le père se déplace dans ses couloirs secrets, il amène l'enfant. Il peut amener l'enfant au champ. C'est-à-dire, quand il travaille, il essaie d'expliquer des petites histoires à l'enfant. Il rend l'enfant disciple. L'enfant porte son bidet, l'enfant porte sa bouteille d'eau, l'enfant porte ceci, son vin, son verre, tout ça. Et il amène l'enfant dans les endroits. Au fur et à mesure, il essaie d'éduquer l'enfant. Doucement, il transmet. L'enfant devient disciple. De 25 ans maintenant, l'enfant devient ami et conseiller de papa. Ça veut dire que l'enfant a traversé les étapes de la vie, ayant maintenant atteint une certaine maturité, certaines connaissances acquises de son papa. Il devient maintenant disciple. Il devient maintenant conseiller et ami à son papa. Vous allez constater qu'avant 25 ans, il ne pouvait pas boire une bière sur la table avec son papa. Oui. Maintenant, vous constatez que c'est le papa qui prend une bière qui met devant l'enfant et ensemble, les gars, eux, ils coupent la bière. Et c'est le papa qui commence à dire à l'enfant que c'est mieux pour toi d'avoir une femme. Parce qu'il pense que je t'ai remis toutes les compétences. Tu as reçu tout cela, mais tu peux maintenant avoir maintenant une femme ayant acquis beaucoup de connaissances.
que j'ai éduqué l'enfant. Et de 27, tu constates maintenant, vous allez voir que dans les sociétés, souvent, on dit le premier conseiller peut-être du père, c'est son fils. Parce que le père a veillé en sorte que l'enfant puisse acquérir toutes les connaissances, éducation morale, tout ce qu'il faut pour redevenir son conseiller plus tard. Parce que estimant que l'enfant a fait les études et les conseils qu'il a transmis à l'enfant et tout, que l'enfant a acquis des bonnes connaissances et l'enfant peut devenir son conseiller. Tous des milliardaires que vous allez constater, les premiers conseillers, ce sont les enfants qui mettent d'abord devant eux. Parce que l'enfant a une bonne visite, a un cerveau fraîche et qui peut bien se projeter pour des choses. Et quand l'enfant a 25 ans et qu'il est d'ici, il est conseiller et ami à son papa, c'est lui qui transmet maintenant les compétences à ses petits frères. Ça veut dire que le papa se recule. Il laisse maintenant le cadre maintenant à le frère devenir. Je me rappelle quand mon grand frère est né, avant d'aller aux États-Unis, quand il arrivait, nous on s'arrangeait de laver avant 17h30. Il demandait, lorsqu'il arrive, tout le monde doit se laver avant 17h30. C'est-à-dire, tu restes auprès de ton cahier pour commencer à étudier. Parce que quand il arrivait, il ne voulait pas savoir qu'on a dit à telle personne de faire ça, telle personne a manqué le respect à son aîné ou telle personne a fait ceci. Tu devais connaître, c'est une chicotte qui devait te donner à la fessée. C'est-à-dire, le père n'était plus par rapport. Quand le père entendait cela, même le père disait que lorsque telle personne doit arriver, on va lui transmettre cela. Donc, on avait plus peur du grand frère que même le papa en question. On pouvait voir le papa, on joue, mais quand le grand frère, même la maman appelle, on ne vient pas. Mais quand le grand frère venait appeler, on essayait de vite se déplacer d'abord, parce que le grand frère avait, comme le grand frère, rigueur et moralisation, il te frappait. C'est-à-dire, quand tu boudes un peu de faire quelque chose qu'on t'a demandé de faire à la maison, ou la maman t'a demandé de faire, ou d'aller peut-être donner l'argent de la réunion, et que tu as retardé, et qu'on lui dit, quand il vient, il t'appelle, tu connais combien c'est que tu vas prendre. Si ce n'est pas 2 paires de gifles où il te botte à la fesse, tu vas courir pour aller vite donner l'argent là. Et c'est ça maintenant que l'aîné du grand frère était important parce que le père avait le devoir et l'obligation de ne pas échouer avec l'aîné. Parce que s'il avait échoué avec l'aîné, ça devait détruire les petits frères, les cadets qui devenaient de derrière. C'est-à-dire, même quand tu vois une fille, si c'est elle qui est l'aînée, et qu'elle se comporte mal en tant qu'une waka, la maman commence à pleurer et le père commence à constater que ceux qui sont derrière là vont te suivre. On protégeait toujours l'aîné. On l'a donné le maximum ce qu'il fallait. C'est-à-dire, on mettait l'éducation auprès d'elle et on essaie de lui mettre un peu dans les meilleurs cas. C'est pour ça qu'on dit que l'aîné a toujours bien profité. Quand c'était toujours le premier enfant, l'enfant avait toujours plus de cadeaux par rapport quand les autres venaient, ils avaient moins de cadeaux qu'est-ce que c'était l'aîné. C'est-à-dire, le premier, de 1 an de l'enfant, on commence à faire l'anniversaire, 2 ans, 5 ans, jusqu'au fur et à mesure quand d'autres naissent. Peut-être même d'autres qui sont derrière ne parviennent pas à faire leur anniversaire comme il se doit. Mais on a tout donné à l'aîné pour encadrer l'aîné, de pouvoir porter le reste. Même seulement dans le... C'est pas forcément que l'aîné peut être celui qui est riche. Il n'est pas celui qui peut venir, qui a les moyens, mais il peut être celui, au moins, qui peut avoir une bonne connaissance, une bonne éducation, d'éduquer les autres, de transmettre les compétences. Ça peut arriver que c'est le petit frère qui porte même la famille, peut-être avec des moyens. Mais le petit frère c'est reconnaissant vis-à-vis du grand frère parce que c'est le grand frère qui acquise toutes ses connaissances. C'est-à-dire que si le père, comme le monsieur a dit, son père était décédé à 16 ans, avec il était dans ce processus des disciples. Donc, il perd son père. Lorsqu'il était encore disciple, il n'avait pas encore reçu toutes les compétences alors qu'il était le premier-né. Mais s'il était arrivé à 25 ans, son papa devait lui remettre toutes les compétences. Il devait voir comment l'éducation de son papa de 16 ans à 25 était différente de celle actuellement qu'il a 25 ans là. Il devait voir comment le papa devait maintenant aller boire maintenant avec lui. C'est-à-dire, il devait aller même s'amuser avec lui. Quand il devait s'appeler, c'est comme si ce n'est plus père, enfant, c'est comme si ce sont des amis. Donc, le papa devait maintenant, c'est-à-dire, c'est lui maintenant qui devait transmettre toutes ces compétences-là à ses cadets. Et comme il dit aujourd'hui, ce que mon père m'a donné, je suis en train de transmettre. Ça veut dire ce qu'il a acquis de son père, il a trouvé que ça l'a mené jusqu'au doctorat. En tout cas, Marius, ce que tu dis est vraiment pertinent. Parce que tu es en train de me raconter mon vécu, en fait. Je veux dire le vécu de nous, les Africains. Pour quelqu'un qui est né et a grandi en Afrique, franchement,
tu es en train de nous faire l'histoire de ce que nous avons vécu. Franchement. Maintenant, je comprends pourquoi mes grands frères, on me connaît ici, moi. Oui. Mais ça faisait mal. Ça faisait mal. L'aîné, mais c'était comme le papa. On ne devait pas s'amuser avec lui. Il grondait et tout le monde s'était au pas. Mon papa, actuellement, il est dans les 70 ans. Même quand oui, merci Momo. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Tu es encore là, non? Même quand j'entends l'histoire de mes tantes, il était le premier-né de la famille. Donc, des cousins, cousines, tout ça. C'est-à-dire il était plus sévère que les parents même. C'est-à-dire, quand les tantes disent, quand eux, ils partaient danser, eux, ils traversaient la fenêtre. On dit quand ils quittaient du travail. Quand ils travaillaient, c'était au niveau de CCC à l'époque. On dit quand ils rentraient, quand ils voulaient peut-être faire un tour dans la grande maison familiale, quand ils passaient seulement, c'est-à-dire, quand les gens, quand ils voyaient un coup de route, chacun fuyait seulement. Mais, tu sais, Marius, se cacher. Je me rends compte que notre époque moderne, là, nous avons vraiment raté beaucoup l'éducation de nos aînés. Parce que franchement, la rigueur dans laquelle l'aîné, mon grand frère, l'aîné de la famille a grandi, c'est pas la même rigueur dans laquelle mon propre fils a grandi. Ou alors mes neveux, le fils aîné de mes sœurs, ce n'est pas la même rigueur. Au contraire, très tôt, l'enfant devient notre ami. Très tôt. Tu vois? Très tôt. C'est pas bon. On lui dit, s'il te plaît, merci. Et surtout, on lui apprend ça à l'école, qu'on doit te dire s'il te plaît, on doit te dire merci, on doit te demander la permission pour faire quelque chose avec toi. Donc, du coup, nos aînés, ils ont grandi à la légère. Parce que les 3 étapes que tu cites, de 1 à 10 ans, l'enfant est comme un esclave, il exécute. On lui dit ce qu'il y a à faire. Parce que nous avons une vision morale pour lui. Et de 11 ans à 16 ans, c'est là où il commence à avoir certaines petites charges. Je me souviens bien, avec mon père et notre aîné, quand il devait aller quelque part, il prenait le sac et il disait à l'aîné, tiens-moi ça. Et puis, ils marchaient ensemble pour partir. Tu vois un peu? Ce genre de petite commission, ce genre de petite confiance à distance. Va me faire ça, viens t'asseoir ici, mais tu parles pas. Des choses comme ça. Je voyais ça. Et puis après, quand le gars a grandi, il était même déjà plus que l'université. Hein. C'est là où maintenant j'ai commencé à le voir en train de manger avec le père. Tu vois, ils s'asseyent à la véranda ensemble et ils discutent ensemble. Ensemble. Oui. Et quand ils discutent comme ça, les femmes n'avaient pas le droit de venir rester autour. Les autres enfants. Justement, le père lui transmettait comme ça les compétences en tant que disciple. Le père tentait de lui montrer un chemin. En sorte que si demain il n'est pas là, c'est comme ça que tu vas porter la famille. Tu vas porter la famille. Il ne faut pas que ça soit toi. C'est-à-dire, tu vois à nos jours-ci, des enfants aujourd'hui qui arrêtent la cigarette à 15 ans, 16 ans, qui arrêtent la cigarette, qui se mettent à fumer. C'est-à-dire, à une époque, on ne connaissait pas si tu as même... La cigarette, là, on savait que c'était que pour des aînés. C'est-à-dire que même dans la société, si tu avais la cigarette, un grand frère du quartier même passait, il te trouvait avec la cigarette, mais il avait ce pouvoir de te fesser parce que la société avait confié ce pouvoir. Même quand tu t'assieds avec des grands frères au quartier, quand on voulait une commission pour envoyer, c'est toi le petit frère qu'on envoie. Ce n'est pas seulement obligé que ce soit ton grand frère de la maison. C'est toi le petit frère qu'on envoie, tu partais. Parce que c'était ça les compétences qu'on avait remis. Les compétences des aînés du quartier. C'est-à-dire, même la société, si chez vous, tu n'as pas acquis cela, d'ailleurs, tu n'as pas acquis cela. On t'éduquait que quand tu es petit frère avec tes aînés, il y a un respect que tu transmets à tes aînés. Quand tu t'assois, ton aîné ne doit pas être debout. C'était la bonne éducation et chacun connaissait sa place. Mais en nos jours, on dit que non, c'est devenu moderne, tu ne peux plus envoyer un enfant. Tu ne peux plus envoyer ton petit frère. Tu ne peux plus lui dire que tu ne peux même plus fouetter un enfant. Parce que quand tu fouettes, c'est son père qui vient directement avec une convocation te donner. Alors que tu étais en train de transmettre
comme ça, une bonne éducation comme ça à l'enfant, que ce qu'il faisait n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est En le tout, même père qui va constater que son enfant est en train de fumer la cigarette, est en train de fumer du manga, parce qu'il a dû laisser passer, parce qu'il n'a plus peur de la maison, il n'a plus peur du dehors. oui, mais je dis, hein, Marius, quand tu regardes la société actuelle, est-ce que tu penses qu'on peut encore éduquer ces enfants-là de la façon que nous sommes en train de décrire? C'est-à-dire que de 1 à 10 ans, telle chose, de 11 à 16 ans, telle chose, de 17 ans à 25 ans, telle chose. Est-ce que vraiment comment je peux dire, est-ce que c'est adapté à la société actuelle? Bon, la société actuelle, maintenant, selon maintenant les trucs digitales, les téléphones, télé, tout ce que nous voyons maintenant à l'extérieur, nos jeunes soeurs ou nos jeunes frères copient maintenant ça, venant de l'extérieur, vraiment, ce qui vient peut-être en Europe. Tu vois, eux, ils tournent souvent des séries, ils font souvent des clips. Il y a des enfants de 5 ans, 8 ans qui sont présentés, qui ont des petits copains, petits amis. Et le bas, ils trouvent ça normal, parce qu'ils sont contents et ils applaudissent. On demande à l'enfant qui a 6 ans que comment tu dis que non, il aime, c'est sa copine. Il fait des bises, déjà applaudi, les gens sont contents. Et quand nos jeunes frères, jeunes soeurs voient cela, pour eux, c'est aussi normal. Mais ils ne savent pas que quand le blanc fait cela, c'est encadré. On encadre les enfants avec ça, on les éduque. Il y a un certain moment que les enfants se défoulent. Ce n'est pas très tôt. Maintenant, nos Africains, quand ils prennent maintenant ça, ce n'est pas encadré. Directement, et pas directement en contact. On voit 13 ans, elle est tombée enceinte. Mais ce n'est pas encadré. Ce n'est pas encadré. On peut vous faire vivre, même 20 ans en te faisant comprendre que celle-là, c'est ta femme, mais il doit y avoir un temps, un moment que tu dois la récupérer. Ça veut dire qu'on dotait, il y a les enfants peut-être tôt, comme peut-être, je crois qu'il y a une tribune que chez les musulmans. Et on peut doter ton enfant dès que vous êtes petit. On dote ta femme, ou on prend ta femme pour épouse. Donc, quand vous grandissez maintenant, on vous met ensemble. Donc, on peut te mettre s'encadrer. Mais lorsque ça se passe dans la société aujourd'hui, bon, oui, on peut encore pour l'occuper parce que l'éducation maintenant revient à nos parents. Maintenant, les professeurs ou les maîtres vont dire que l'éducation, d'abord, c'est d'abord les parents. Donc, c'est chacun qui sait comment maintenant éduquer son enfant. Si tu veux donner une liberté à tes enfants tôt, tu auras des conséquences aussi tôt. Mais si tu vas avoir une rigueur, moralisation avec tes enfants, tu auras des bonnes... je pense que le résultat, c'est du succès. Bonjour, Tantine. Ah, bonjour, Kezia. Comment tu vas, ma chérie? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Tu m'as même pas dit, hein? On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on parle de la famille, du fils aîné de la famille. Est-ce que, comment on doit éduquer un fils aîné aujourd'hui? Est-ce qu'il a des droits? Est-ce qu'il a des responsabilités? Est-ce qu'il a des devoirs? Est-ce qu'on doit l'éduquer de façon différente de ses autres frères et sœurs? Est-ce que le grand frère a une responsabilité vis-à-vis de sa fratrie? Donc, on essaye. Et nous sommes tombés par chance, nous sommes tombés sur Momo et sur Marius. Momo nous relate son expérience en tant que fils aîné et Marius, franchement, nous relate, c'est-à-dire qu'il peut même écrire un livre avec tout ce qu'il nous a dit. Parce que quand il parle, on reconnaît vraiment comment nous avons grandi, nous autres. Comment c'était dans la famille, comment c'était dans le quartier. Tout ce qu'il dit là, vraiment, c'est juste. Voilà. D'accord. Donc, c'est de ça qu'on parle, Kezia. Ok. Bonjour, Marius. Bonjour, Kezia. Bonjour, Momo. J'espère que vous allez bien. Super bien, hyper bien. Bienvenue. Super. Bien. Bon, ce que je peux dire du sujet là, c'est que moi-même, comme j'ai un fils aîné là, je ne l'éduque pas différemment de ses frères. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut donner la même éducation à tous les enfants de la même façon. Comme ça, ils ont tous une bonne base. Maintenant, le fils aîné, il est appelé à avoir des responsabilités beaucoup plus grandes que le reste de la famille. Notamment, seconder son père à un certain moment donné. Prendre soin de sa maman et de ses sœurs s'il en a. Donc, il est appelé à avoir des responsabilités. C'est pour ça qu'il faut être, je ne dirais pas plus dur, mais plus proche de lui
pour que l'éducation qu'on donne à tous les autres là, que ce soit lui qui suive ça ensuite. En tout cas, chez nous les Africains, je ne parle pas de l'éducation des Blancs, je parle de l'éducation africaine. Chez nous les Africains là, le fils aîné même en temps normal même, il n'hérite même pas de son papa. Au décès de son papa, il n'hérite même pas parce qu'on l'a déjà formé. Déjà, la nature a fait qu'il est premier. Bon, ensuite, il est garçon et on l'a déjà formé à prendre ses responsabilités-là de manière naturelle. Donc, c'est même pas lui qui hérite même de son papa même. C'est souvent le second ou le dernier, ou bref, ce n'est pas lui. Parce que lui, il a déjà une base. Kezia, oui. Nous avons vu, il y a Marius qui a établi 3 stades importants dans l'éducation de l'aîné. Pas tous les fils, hein, pas tous les enfants, mais l'aîné. Il y a une première étape entre 1 an et 10 ans. Avant 1 an, l'enfant est entre les bras de sa maman. On ne discute pas. Mais à partir de 1 an jusqu'à 10 ans, Marius pense que c'est un âge où l'enfant doit obéir sans discuter. On n'a rien vraiment à lui expliquer. Il faut qu'on lui apprenne à écouter. On lui dit quelque chose, il faut qu'il exécute, même s'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le parent, 1, ne peut pas lui vouloir du mal, et de 2, le parent a une vision éducative pour lui. Donc, le début, c'est d'abord que l'enfant apprenne à écouter sans discuter, obéir sans discuter. Est-ce que tu penses que... Je suis d'accord sur le principe, hein, mais pour moi, ça, c'est la base pour tous les enfants. Obéir sans discuter, c'est pour tous les enfants. De 0 même jusqu'à 17 ans, 18 ans, vous obéissez d'abord, sans discuter. Après, maintenant, en tant que... voilà, il y a quelqu'un qui est fils aîné, là, qui veut réagir. Qui est descendu, c'est Marius? Ok. Oui. Maintenant, après, en tant que... Comme on est en train de vouloir le former à quelque chose, ce fils aîné-là, en plus du fait qu'il doit obéir sans discuter et tout ça, il y a encore d'autres choses qu'on va commencer à faire avec lui, en particulier pour accentuer ce rôle-là chez lui. Sinon, il va grandir comme si, bon, il est juste le grand frère, c'est tout. Non, il a des responsabilités qu'il faut qu'il commence à prendre petit à petit. Il va commencer à prendre... Bon, je prends un exemple bête. Hein. Obéir sans discuter, c'est bien. Eux tous là, ils font ça. Mais à un certain âge, on va dire à l'âge où l'enfant a déjà une certaine raison, je ne dirais pas 10 ans parce que à l'heure actuelle, tout dépend de la maturité de l'enfant. Tout dépend de la maturation aussi de son cerveau. Il y a des enfants qui, à 10 ans, tu auras beau faire, il ne peut pas faire ce qu'un enfant de son âge fait. Donc, ça signifie qu'il n'est pas suffisamment mature pour un enfant de 10 ans pour que tu lui demandes de faire ce genre de choses. Par contre, il y a des enfants qui, curieusement, à 8 ans, tu peux lui demander de faire ce qu'un enfant de 10 ans fait et il le fait aisément. Donc, tout dépend de la capacité de l'enfant, quoi. Oui, maintenant, c'est pour ça que je n'insiste pas sur l'âge. Je dis, tout dépend de la maturité d'esprit qu'a cet enfant-là. Et lui confier peut-être d'accompagner sa petite sœur à l'école le matin ou de partir le récupérer. Parce qu'à 10 ans, 11 ans, par exemple, ils sont déjà en 6e ou en, je ne sais pas. Et il peut déjà accompagner sa petite sœur à l'école en sachant que lui-même, là, il est responsable. C'est une responsabilité, en fait. C'est pas comme si tu te dédouanes, non. Mais c'est pour lui apprendre que, voilà ta petite sœur qui est comme ça, là. C'est toi qui dois l'accompagner. Et puis, tu dois veiller à ce que quand vous êtes quand ils étaient, par exemple, s'ils sont peut-être dans la même école, tu dois veiller que personne ne lui fasse du mal dans la cour de récréation, par exemple. C'est ta responsabilité. Tu vois, ça, ce sont ces petites responsabilités comme ça qui, petit à petit, commence à prendre l'habitude de veiller sur ses frères. Parce que lui, il est l'aîné et il a le devoir de veiller sur ses frères. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, exactement. Parce que c'est exactement ce que Marius nous a aussi dit tout à l'heure. Voilà. Oui. Momo, tu avais quelque chose à dire? Mister, je viens à toi. Bon. D'abord, Momo, comme il était avant toi. Ok, Étoile, moi je suis d'accord avec ce que le frère qui est descendu, c'est Mister, non pas Mister, le frère qui est descendu, Marius. il a dit, Marius. Et
Et ce que Kezia a dit, c'est très instructif et tout. Mais déjà, je me prends comme exemple. Je suis d'abord fils aîné et maintenant j'ai un fils aîné moi-même. Mhm. Mon fils aîné, moi, personnellement, j'ai une vision, une très grande vision pour lui par rapport aux autres. Je sais pas si c'est d'ordre naturel et tout. Et dans ma tête, il est mon successeur, même si je lui dis pas ça, déjà. Et qu'est-ce qui se passe? La vision que j'ai pour lui, la société d'aujourd'hui, parce que tu as posé la question, est-ce qu'il est possible encore d'éduquer les enfants de cette façon? Il faut pas qu'on reste dans notre zone de confort. C'est vrai, la télévision, Facebook, TikTok, tout ça est venu, la société est corrompue. Tout à l'heure, tu disais, l'enfant, il a beaucoup plus de droits. C'est vrai. Mais maintenant, où est-ce que moi, je pense aller récupérer la bonne éducation? J'ai la chance que j'avais un papa qui était homme en tenue. Donc, homme en tenue, s'il veut dire militaire, policier et tous les autres. Mon papa, il était gardien de prison, il était régisseur. J'ai grandi et je suis né dans un camp militaire, celui de Koutaba. Donc, j'ai grandi avec l'esprit militaire. Maintenant, je vois à la télé, il y a des enfants, quand ils sont hyper têtus, quand ils sont désordonnés aux États-Unis, on les envoie dans des académies militaires. Ils vont chercher quoi? Ils vont apprendre quoi à l'académie militaire? Ils vont apprendre la première étape dont le frère parlait tout à l'heure, la première étape dont Kezia parlait, l'enfant esclave. Dans l'armée, tu obéis au patron, tu obéis au chef sans réfléchir. Première étape, si la société de Macron, si la société occidentale, si l'école d'aujourd'hui et tout veut nous faire traverser cette étape, moi j'ai la solution. Mon enfant ira à l'académie militaire à son jeune âge pour avoir cette discipline militaire. Après la discipline militaire, j'ai envie de donner. Après la discipline militaire, j'ai envie de faire. Là-bas. Après la discipline militaire. Pardon, excuse-moi, mon frère. N'est-ce pas, on parlait des enfants là, c'est les mêmes gens là qui sont en train de me fatiguer ici là. Posez-vous là, et puis je ne veux pas les discussions. D'accord. Après la discipline militaire étoile, j'ai envie de faire de mon fils un entrepreneur. C'est-à-dire, je vis dans la société occidentale où la femme a tendance à prendre plus le dessus sur l'homme par rapport aux revenus. Et maintenant, je sors de ma zone de confort. Je veux faire de mon enfant un auto-entrepreneur. C'est-à-dire, je veux pas que l'école aille corrompre mon fils au point où il va aller jouer le rôle de la femme. Et je sais que le pouvoir de l'homme africain, c'est son argent. Alors, je vais envoyer mon enfant il va faire le développement personnel. En dehors du développement personnel, il ira faire un MBA, Management Business Administration. C'est-à-dire, je vais lui donner les rouages d'un directeur, les rouages d'un commandant. Ça, c'est la deuxième étape dans l'éducation de mon enfant. Laisser le libre choix à mon enfant de faire du sport ou de la musique parce que ça libère l'esprit de l'homme. Voilà comment je vois l'éducation de mon fils. Donc, d'accord, Momo, bon, d'accord, ça c'est ton rêve, tu vois. Nous, les parents, souvent, nous avons des rêves. Alors, je voudrais te demander, face au danger, là dehors, nous avons la drogue, nous avons le vol, nous avons quoi encore? Le H, hein? Vous comprenez l'homosexualité? Voilà. Nous avons même aussi les jeunes qui ont rapidement des copines, des copains très jeunes. Ça gâche aussi la vie. Est-ce que tu te représentes ça et quelles sont les solutions? Est-ce que tu prévois des solutions à ce genre d'inconvénients-là pour que tu puisses réaliser ton rêve? Ok. C'est ça? C'est pour cette raison, je disais déjà, j'ai une éducation que je donne à mes enfants. Et ensuite, j'ai envie d'envoyer mon fils à l'école militaire. Parce qu'à l'école militaire, il y a certaines vertus. Moi, j'ai grandi dans un camp militaire. Il y a certaines vertus. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, on va retrouver même les homosexuels dans les camps militaires. Mais c'est rare. Justement, je ne te coupe pas, pardon, excuse-moi, Momo. J'allais dire justement que je comprends la question de Étoile. En ce moment, c'est comme j'ai dit là tout à l'heure,
tout dépend de la maturation de l'enfant. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui, là, on a tous des rêves pour nos enfants. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, tu vois, tu détectes en lui qu'il a la capacité de faire ou de ne pas faire ce que tu attends de lui. Et c'est en fonction de ça que tu réorganises tes rêves vis-à-vis de lui. Quand tu dis que tu vas envoyer l'enfant en camp, je ne dis pas non, parce que ça marche avec certains enfants, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Ça ne marche pas. Il y a certains enfants. Excuse-moi, on va un peu avancer avec Mister. On va un peu écouter aussi ce qu'il dit pour qu'on puisse nous tous analyser la situation. Ok. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je sors d'une réunion. Oui, on t'entend bien, Mister. Bonsoir. Bonsoir, on t'entend bien. Ok, oui. Parfait. Je voudrais dire que c'est un sujet très intéressant. Moi, je vais me baser sur une étude scientifique qu'on peut trouver sur YouTube d'ailleurs, qui dit clairement et très clairement que l'éducation, l'environnement dans lequel un enfant grandit de 0 à 7 ans détermine la suite de sa vie. C'est incroyable. Quand j'ai regardé ce document, mais j'étais choqué. Parce que selon les scientifiques, pendant cette période, il y a un mécanisme qui se développe dans l'enfant au sein même de ces jeunes, tenant compte justement de tout ce à quoi l'enfant est confronté, qu'il soit conscient ou pas. Et c'est tout ça qui va déterminer, par exemple, quelques années plus tard, que l'enfant soit nerveux, que l'enfant soit ceci, cela, bien évidemment avec une influence de l'éducation. Ce qui veut dire que, je vous rappelle ça pourquoi? Parce que ce que l'autre a dit avant Marius, je crois, je pense qu'il est important de comprendre que la phase de 0 à 10 ans d'éducation qu'on donne à l'enfant, c'est très important. Et pour moi, la chose la plus importante à cet âge-là, c'est surtout la discipline qu'il faut apprendre à tout enfant, comme Kezia l'a dit. Et ça ne doit pas concerner seulement l'aîné de la famille. La discipline, elle est faite pour tous les enfants. Néanmoins, que ce soit la discipline, le respect, la maîtrise de soi, etc. Néanmoins, il convient aussi de comprendre que la situation de l'enfant aîné d'une famille est spécifique et spéciale. À situation exceptionnelle, comme on le dit, mesure exceptionnelle. C'est un enfant qui va être confronté à des réalités que ses petits frères ou bien ses petites sœurs ne vont pas connaître. Généralement, le premier enfant, c'est une première expérience de parent que vous-même, en tant que parent, que vous avez. Donc, la manière dont vous allez réagir avec l'enfant, vous allez interagir avec l'enfant, les choses que vous allez lui enseigner, comment lui dire non, ça on ne fait pas, ça c'est plutôt ça qu'il faut faire. Tout ça, vous-même, vous êtes un apprenti parent. Donc, vous êtes nouveau dans le rôle de parent. Du coup, que vous le vouliez ou pas, l'expérience de l'éducation que vous allez donner à cet enfant-là, elle est forcément différente. Je dis ça parce que en même temps qu'on dit qu'il faut donner la même éducation, les mêmes bases à tous les enfants, il faut aussi comprendre que qu'on le veuille ou pas, le premier enfant-là, il aura une éducation, il aura des sensibilités que les autres n'auront pas. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas anticiper les réalités qu'il va rencontrer sur le terrain et considérer son éducation vraiment avec une rigueur sans appel? Parce que la rigueur que vous donnez à cet enfant-là, à ce jeune âge, va lui apprendre des valeurs qui vont l'accompagner durant toute sa vie, des valeurs qui vont faire que ses petits frères ou ses petites sœurs vont s'identifier à lui. Ces valeurs-là, je pourrais citer même des valeurs qu'on connaît, hein, le courage, la résilience, le travail, tourner vers le respect, des aînés, etc. C'est lui, en fait, c'est l'aîné qui fera que demain, les petits frères, tous les enfants, tous vos enfants qui viendront après, ils vont craindre, ah, si je fais ça, c'est pas bon, parce que l'aîné avait fait ça et les parents n'ont pas aimé. Donc, si je fais ça, c'est pas bon.
Du coup, il n'a plus besoin de faire sa propre expérience avec cette mauvaise chose pour que vous le ramenez à la raison. Donc, l'aîné, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est votre carte, c'est la carte que Dieu vous donne pour que vous puissiez en faire un exemple. Moi, j'ai fait un constat personnel. C'est que la majorité des familles où les aînés sont ratés, il y a toujours un impact sur tous les enfants qui viennent après. Je n'ai pas dit que si l'aîné est raté, tout le monde va échouer après. Mais il y a toujours un impact. Soit il y a ceux qui vont suivre immédiatement vont avoir tendance à le suivre avant d'être corrigés et remis sur le droit chemin. Ou alors, c'est seulement peut-être les derniers qui vont prendre conscience que tous mes frères qui sont venus avant moi sont des ratés, donc je n'ai pas d'autre choix que de réussir, d'être rigoureux, et ainsi de suite. Donc, à mon avis, l'aîné d'une famille, en tout cas, moi, les valeurs qu'on m'a apprises, c'est que l'aîné d'une famille, c'est le parent, c'est l'assistant des parents. C'est l'assistant du papa, c'est l'assistant de la maman. Et vous savez que dans toute famille, généralement, il faut un parent, toujours un parent que les enfants doivent craindre. Et un parent qui va savoir justement être gentil, vers qui les enfants sont plus ouverts à discuter sur certaines choses. Mais le challenge, justement, c'est que vous réussissez à inculquer cette posture-là à un enfant aîné. Parce qu'à vos vieux jours, quand vous serez en train d'être fatigué, ce sera la figure de grand frère ou bien de grande sœur ou de mère ou paternelle que les autres vont suivre. Du coup, il y a des valeurs. Aujourd'hui, en Europe, les gens reviennent un peu plus sur les valeurs de la communauté. Où les gens, je sais qu'en France, par exemple, les gens organisent tout ce qu'on appelle les cousinades, etc., où ils vont même chercher dans leur descendance des parents qui sont dans d'autres pays, etc., pour essayer de se retrouver. Ça veut dire que les valeurs de la communauté, il y a du bon dedans. Donc, il faut aussi permettre aux autres de pouvoir donner leur avis sur l'éducation de notre enfant. Parce que parfois, notre attachement à un enfant peut nous induire en nous erreur empêche de voir les choses réellement. On l'aime, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai. Exactement. Ça nous empêche de voir les choses réellement. Je pense que... Mister, je pense que mon nom... Mister, s'il te plaît, reprends un peu. Tu dis que l'attachement à l'enfant peut nous induire en erreur, c'est ça? Oui. Exactement. Donc, ça signifie qu'envers l'aîné, on doit l'aimer, mais avoir un certain détail, une certaine distance pour pouvoir mieux l'éduquer? Oui. Exactement. Non, attends. Attends, moi je vais même aller un peu plus loin. Moi je vais aller même un peu plus loin. Il faut connaître cet enfant-là profondément pour savoir qu'il est capable de ça, il n'est pas capable de ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te dire au dehors que j'ai vu ton enfant en train de faire ça, tu dois pouvoir dire que oui, il a fait. Au lieu de dire non, mon enfant ne veut pas faire ça, mon enfant ne veut pas faire ça, tu es en train de détruire l'enfant. Oui. Je suis d'accord avec toi, exactement. Mister. Vous savez, Kezia, vous savez, l'exemple que vous avez donné, il est parfait. Moi, je viens vous voir, je vous dis, écoutez, votre enfant, il a fait ceci, cela. Vous n'avez pas besoin de dire devant l'enfant, de douter devant l'enfant. Vous pouvez même systématiquement réagir pour que l'enfant comprenne que vous n'êtes pas content et qu'il ait l'impression que vous avez pris pour argent comptant ce qu'on vous a dit. Par contre, dès que l'enfant quitte et que vous êtes face à l'adulte qui est en face de vous, vous pouvez essayer d'en savoir plus. Sinon, peut-être poser des questions qui vont faire comprendre à l'adulte qu'en fait, vous ne prenez pas forcément pour argent comptant ce qu'il a dit. Donc, je pense que c'est un rôle, en fait, c'est le plus gros challenge pour une famille, à mon avis, éduquer l'aîné. Parce que moi, en tant qu'aîné, je me suis retrouvé, je vous le cache pas, je me retrouve aujourd'hui à jouer le rôle de père vis-à-vis de certains de mes petits frères et de mes petites sœurs. Ils ne me voient pas forcément comme un grand frère. Il y a un respect qui est là. Un respect que ma fille, le même respect que ma fille aînée a vis-à-vis de moi. Donc, je pense que je le veux ou pas, parce que la responsabilité d'un père, c'est quoi? Ça se situe à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, quand vous grandissez, vous êtes fils aîné et que vous vous retrouvez à payer la scolarité ou bien à prendre soin sur
plan financier, sur tous les aspects de vos petits frères, quelque part, ça veut dire que vous voulez jouer le rôle de parent. Donc, si vous n'aviez pas, quand vous étiez enfant, réussi l'éducation et les valeurs qu'il faut, vous voyez que tout de suite, les derniers, là, ils n'auront pas la chance d'avoir cette rigueur que vos parents vous ont donnée. D'accord. Je pense qu'il pour éviter que le réveil soit brutal, il faut vraiment préparer les gens à affronter la réalité du dehors. Merci. D'accord. Panel, là, on va prendre 30 secondes de pause publicitaire. La pause publicitaire consiste à tapoter l'écran pendant 30 secondes pour lancer le live, pour mieux lancer le live. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? 1, 2, 3. S'il vous plaît, on tapote. S'il vous plaît. Et ce sont les gens qui sont en bas, hein, parce que si je commence à tapoter là, ça va faire du bruit. Non, nous tous, puisque 30 secondes, nous tous, même ceux qui sont au panel. Ça marche, oui, ça marche. On ne parle pas, on fait 30 secondes, s'il vous plaît. Tout le monde, ça permet de lancer le live et on prend sa compose publicitaire, je vous prie. Je t'ai envoyé une publicité là où on dit de tapoter. La main, le doigt fait mal, hein? S'il vous plaît, tapotez. Tapoter. Massa. Je t'assure. Tu n'as pas vu. Je t'assure. Les gens qui font des cauchemars avec tapoter, c'est amusant. Oui, je disais, il faut servir et tu laisses pas. Voilà. Je vous remercie. Les 30 secondes sont écoulées. Donc, Momo, je vais te dire Mister. Oh mince. Bon, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Mister, en tout cas, tu as encore ajouté des choses à ce que nous avons déjà vu, à savoir les qualités que nous devons donner à un aîné. C'est-à-dire, tu as cité le courage, la résilience, l'empathie, la force de caractère même. On doit lui insuffler ça. L'honnêteté surtout. L'honnêteté. Voilà, l'honnêteté. Oui. L'honnêteté. La solidarité, ainsi de suite. La quoi? Maintenant, la solidarité, la solidarité, la curiosité, ainsi de suite. Tout ça. La curiosité. Maintenant, moi, je voudrais... Surtout la résilience. Curieux. Il y en a beaucoup, hein. C'est les valeurs que nous connaissons tous. Hein. Je voulais dire un truc. Oui, vas-y, Momo. Momo. Je voulais dire un truc. Aujourd'hui, je suis tellement content parce que quand j'entends Mister parler, Kezia et c'est Malthus, le frère qui est descendu. Marius. Je me rends compte qu'on est en face des parents hyper responsables. C'est-à-dire des parents qui sont capables de se sacrifier pour leurs enfants. Des parents qui vont même pas abandonner les enfants avec tout ce qui se passe en Europe. Des parents qui sont prêts à couvrir les enfants et à les porter vers le haut. Donc là, je suis tellement content. Et surtout quand j'entends Mister parler, dire qu'il est le père de sa famille. C'est vrai, c'est une réalité. C'est très beau à entendre. C'est très beau à entendre. C'est tellement... Ça me met dans une joie énorme de savoir que quelqu'un peut être en Europe. Il garde ses valeurs culturelles. Non, mais Momo, ne t'inquiète pas. Ici en Europe, il y en a encore quelques-uns qui gardent leurs valeurs. Même si ce n'est pas facile, on fait ce qu'on peut pour pouvoir garder ces valeurs-là. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Mister a dit tout à l'heure, c'est que tout ceci, on doit faire ça, c'est vrai, mais en tenant compte de la personnalité de nos enfants, parce que nos enfants n'ont pas notre personnalité. Ils sortent chacun de nos ventres avec chacun leur personnalité. Tu as 5 enfants, et puis il y a parmi les 5 là, un qui te ressemble trait pour trait, qui a ton caractère. Mais il y a aussi un là, qui ressemble trait pour trait à un oncle que tu ne connais pas. Il y a aussi un là, qui a un caractère, on dit que ça part sort seul. On cherche même dans la famille à qui il ressemble, on ne trouve même pas des deux côtés. Donc, maman a triché. Oui. Maman a triché. Hein? Maman a triché. Ma maman, je te dis non. Il y a les enfants comme ça que quand ils sortent, tu as dit que l'enfant te tient un raisonnement, toi-même tu t'assois, tu prends le banc.